C'est exactement ce que j'ai dit. Je suis une intelligence non plus artistique, mais artificielle complète. Et d'ailleurs, je regarde, je suis la version 4.2. Je ne suis pas la vraie version de Patch, qui lui est très sympathique. Le quoi? Et toi, tu connais ma vie, toi. Oh l'enfoiré, t'as vu ce qu'il vient de dire? Toi et tout Caraïbes, tout le monde sait que j'ai une maison en Martinique. Je vais te dire la chose. Je vais te dire que si tu commences à parler de la famille aux Caraïbes, tu vas mal finir, tu vas finir. Bon allez, on arrête nos conneries. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais pas raconter encore une fois de plus ma vie parce que tout le monde la connaît, non ou pas? Il y en a qui la connaissent pas. Non mais je veux dire, c'est vrai, je vais pas raconter encore comment j'ai... On s'en fout un peu comment j'ai commencé tout ça ou pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non? Si? Hein? Bah non, que quoi? Bah non. Bah... Ah, on s'en fout pas? Il y en a qui savent pas peut-être. Non mais ce qu'on fait, je vais un peu me raconter comme d'habitude. Non mais vite fait, puis alors à ce moment-là, comme on est en famille, j'ai quand même l'impression qu'on est un petit peu en famille, on vous posera des questions comme d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a bien qui ont des questions, vous avez préparé des questions. Essayez d'avoir des questions difficiles, du style capitale du Honduras britannique ou terminus du transsibérien. Des questions, qui n'ont aucun rapport avec moi d'ailleurs. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Alain de Garrigue, donc Padge. Pourquoi Padge? Parce que tout le monde sait que Pierre-Alain de Garrigue, c'est comme Padge, c'est plus facile à marquer dans les ordinateurs parce que c'est vraiment arrivé comme ça. Donc Pierre-Alain de Garrigue. Je fais ma rapide préhistoire. Je suis né à Mimizan-Plage, pour ceux qui connaissent. C'est une nouvelle info pour certains. Vous connaissez Mimizan-Plage ou pas du tout? Mimizan-Plage, c'est entre Bordeaux et Biarritz. C'est vraiment sur la côte, c'est Osgore, Biscarrosse, etc. Je suis né à 300 mètres de l'océan, d'où ce look de surfeur improbable. Et je suis vraiment né en face des... Vraiment, quand on était petit, quand on était avec des frangins et frangines dans nos dortoirs, je dirais, on entendait la nuit vraiment les rouleaux de l'océan. Ce qui aura quand même une influence un petit peu importante dans ma vie. Donc je suis vraiment né au bord de l'océan, dans un petit... C'est une petite bourgade. Donc, mes parents étaient médecins. Et on a rapidement, on a gardé la maison à Mimizan et on est parti à la frontière suisse, dans un petit village qui s'appelle Andelot en montagne, dans le Jura. J'essaie d'être plus précis que d'habitude parce que c'est plutôt intéressant de savoir. Donc, et on est allé dans un village qui s'appelle Andelot en montagne, 300 habitants, au milieu de la forêt, vraiment la frontière suisse, quoi. Mon père était médecin de campagne, donc à l'époque, les médecins de campagne, c'était un gros poste, parce que très peu de gens, parce qu'en fait, les médecins de campagne, ils avaient vraiment, ils avaient 15-20 villages où ils desservaient leur art, je dirais. Donc mon père a eu ce poste-là, et il l'a eu, c'est quand même une anecdote assez marrante, parce qu'il y avait 40 médecins qui voulaient cet endroit-là, et à l'époque, c'était les maires qui choisissaient. Les maires des villages qui choisissaient pour avoir leur médecin. Et mon père a eu c'est lui qui a été choisi, non pas parce qu'il était bon médecin, parce que personne ne savait si c'était bon médecin ou pas. D'ailleurs, il en a tué des gens, je peux vous dire. Papa, excuse-moi. Et en fait, parce que ma mère était fille d'agriculteur. Et ça a une importance, non mais c'est assez marrant, parce que le choix des gens du conseil municipal de la mairie de ce petit village a dit, de toute façon, la problématique, c'est pas le médecin. La problématique, c'est la dame qui reste à la maison. Il ne faut pas qu'au bout de 6 mois, au milieu des bousses de vache et du vent dans les sapins, qu'elle dise j'en peux plus, il faut que je retourne soit à la ville, soit etc. Donc ma mère étant fille d'agriculteur, donc nous on a fait des moissons, on a fait tout ça quand on était petit, ce qui te permet de garder bien les pieds sur terre, ça je vous le dis. Et donc le micro ne m'aime plus. Et donc voilà, donc j'ai... Le micro ne m'aime plus. Allô? Ça coupe, vous entendez pas ça? Et oui, non. Pas que ça coupe. Hein? Et je suis trop con. Et sans déconner, si vous tapez trocon.fr, c'est ma photo qui sort. Oui. Et donc voilà, donc voilà, il y a cette formation qui est importante, et moi dans la famille, on s'amusait déjà, s'il va avoir une grosse importance, on s'amusait déjà à faire du trivial poursuite avant que le trivial poursuite existe. Donc on était beaucoup. Donc mon père animait
dans nos soirées, dans les dîners, et tout le monde se posait des questions. On posait des questions tout le temps. Et c'est pour ça qu'en fait, cette culture-là va beaucoup m'aider après. Ensuite, je fais des études où j'ai une buse totale en mathématiques. Non, mais quand je dis buse, c'est-à-dire tout de suite j'ai eu un blocage, mais du style, il ne fallait même pas m'en parler. Alors, je vous raconte vraiment des trucs que je raconte peu, mais c'est marrant, ouais, puisque vous prenez des notes et il y aura une interro à la fin. Non, mais c'est vrai parce que je me souviens, ce truc, je crois que c'est un blocage, je ne sais pas d'où ça vient. Alors que maintenant, tu ne peux pas m'entuber sur un contrat. Donc, mais vraiment, je me rappelle, je sentais que j'étais pas mauvais en littérature, parce que j'aimais ça. Enfin, en tout cas, en bande dessinée, après la littérature. Et je me rappelle déjà dans les petites classes, vous savez, on avait, nous, de notre époque, on avait des ardoises pour faire du calcul mental. Avec le maître, tu sais, qui était là et qui faisait des... Je me rappelle, je devais avoir 7-8 ans, et je disais à mon coéquipier à côté, on était sur des bancs, en disant tu me montres ton résultat de calcul mental et je te fais ta rédaction. Ouais, c'était à peu près le niveau, quoi. C'était exactement ça. Voilà, donc je vous dis ça parce que, en fait, parce que ça va me monter à un moment donné, je passe les années, etc., donc je me retrouve quand même 6e, 5e, jusqu'à la terminale, dans un collège assez important du côté vers le Jura, donc à Dole, entre Besançon et, vous voyez, ces coins du Jura. Très très gros collège en fait. Et il se passe un truc, c'est que à l'époque, l'éducation nationale, il marcherait pas bien l'autre ou pas? L'éducation nationale veut faire un essai. Ils ont une idée de faire un essai. Et l'essai, c'est de prendre des élèves dont les parents disent on accepte et on les laisse se débrouiller. Bonjour madame. Merci. Et on les laisse se débrouiller. C'est-à-dire qu'en fait, en début d'année, on vous dit voilà, vous distribuez vos heures personnellement. Et là, c'est en 4e et 3e. Ça va avoir une grosse influence parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'au bout de 2 ans, ils sont complètement gourés. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont laissé. Alors, il y avait très peu d'élèves qui avaient été choisis. Mes parents avaient dit ok, Donc, en fait, je me suis retrouvé 4e, 3e à choisir mes propres heures. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 heures de maths en 2 ans. Et encore parce qu'on m'a dit, t'as été en maths? Peut-être, je vais le voir. Et encore, je devais lire le journal dans le truc. 2 heures de maths, par contre, j'ai enquillé histoire, géographie et littérature française à l'époque. Et donc, au bout de ces 2 ans-là, en 3e, ce qui est incroyable, c'est qu'ils se sont dit, ouais, mais cette soixantaine d'élèves qui étaient là, qui sont des ovnis, parce qu'en fait, ils ont fait des trucs, ils se sont dit, non, on va pas faire... Ils ont continué ce système-là, mais en disant, vous distribuez vous-même vos heures, mais il faut un minimum de tant d'heures, etc. Sauf que moi, je me retrouve 4e, 3e, il y a le BEPC, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque. Donc ils disent, ah ben non, les 60, on va les faire passer, parce que là... Et donc, en fait, nous, on a continué, et j'ai vraiment continué, c'est-à-dire que j'ai carrément pas... On m'a permis de ne pas faire de mathématiques. Et donc, en fait, mais par contre, j'ai enquillé les heures de français, surtout avec un prof qui était extraordinaire, avec des profs extraordinaires. Donc, je me suis retrouvé, et même quand j'ai passé le bac, il y avait un mot, c'est les spéciaux. Alors, j'ai quand même eu mon bac, je vous le dis, c'est vraiment vrai, hein. J'ai eu mon bac avec 0,5 en maths. À l'oral. C'était à l'oral. Vous vous rappelez? Non, je suis à côté. Je vous raconte tout, hein, franchement. Aujourd'hui, on est dans l'anecdote. Hein. La nana à côté de moi, elle me dit, monsieur Desgarilles, vous savez rien? Je lui explique, elle me dit, d'accord, mais là, vous savez vraiment rien. Je dis, bah ouais, mais posez-moi une question. Elle me dit, mais je peux pas vous mettre 0. Je peux pas vous mettre 0. Et donc, je dis, je sais pas. Et elle me montre, je sais pas si vous, pour les matheux qui ici, vous vous rappelez qu'il y avait un truc qui s'appelait les bijections, les patates, on appelait ça, les bijections. Non, vous dites rien? Ouais, tu vois, je suis plus fort que vous en maths. Et je lui dis, bah, elle me montre, on appelait ça des patates à l'époque, c'était deux ensembles. Et je dis, ça c'est bijection. Et ben voilà. Après, j'ai vu que c'était 0,5 quand même. Et j'ai quand même eu, parce que j'ai eu des notes monstrueuses en philo et voilà, bon, passons. Et là, je pars en littérature, philosophie, à l'université à Besançon. Et en même temps,
mais ça, je pense que les gens le savent à peu près. En même temps, le petit grain de sable, c'est que j'ai mon oncle, qui est mon parrain, qui est le batteur d'Henri Salvador. Qui est pour ceux qui ne connaissent pas, un Antillais très connu. Les vieux, ils connaissent. Je te regarde toi, mon pauvre vieux. Tu vois, je dis mon pauvre vieux en plus. Tu m'as dit mon pauvre jeune. Ça fait deux couches. Et donc, voilà. Et donc, il m'achète une batterie un jour, quand j'ai 10 ans, et j'apprends à jouer de la batterie. Donc, ça veut dire que pendant toutes ces années, avec mes frères et sœurs, on commence à monter des groupes et tout ça. Et je suis en train de faire donc des études, je passe la licence de philo, et je vais sur l'agrégation. Sauf que le problème là, pour ceux qui connaissent, quand tu es là-dessus, tu es un rat de bibliothèque, t'arrêtes pas, tu vois, et ça a commencé à, excusez-moi l'expression, à me casser les bonbons. Surtout que je jouais déjà dans des groupes qui commençaient à se monter. Et c'est l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça devient l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, de Cookie Dingler, Raft. Alors pour ceux qui Cookie Dingler, c'est une femme libérée, tu sais, c'est. Et Raft, c'est Y'a qu'à danser, et c'est l'Est de la France. Et moi, c'est des groupes avec lesquels on joue. Et on avait un groupe, etc. Et donc à un moment, je demande à mes parents, je dis, est-ce que je peux prendre une année sabbatique? Parce que j'ai l'intention, ce que j'ai refait il n'y a pas longtemps pour ceux qui savent, j'ai l'intention d'écrire un bouquin à l'époque. Et je dis, est-ce que je peux prendre une année sabbatique? J'avais des parents extraordinaires. Est-ce que je peux prendre une année sabbatique de 1 an? J'écris un bouquin, puis en même temps je joue de la batterie. Et en fait, j'avais vraiment des journées, je me levais en même temps que mon père, on s'est tous levés tôt chez nous, 5h30 on était levés, petit café, je partais, je travaillais tout le matin sur le bouquin, et l'après-midi je m'entraînais à la batterie, où j'allais répéter avec les copains. Et donc voilà, et donc ça me forme, mais en fait cette année sabbatique qui était censée durer, année sabbatique qui devait durer 1 an, a duré 40 ans, quoi. Voilà. Et c'est vraiment ça. Et donc voilà. Mais après, je pense que tout le monde un peu sait comment je suis arrivé là-dedans. Pratiquement tout le monde. J'ai répété 1000 fois. Je ne vais pas encore. Enfin, si, il y en a qui ne savent pas ou pas. Une personne. Toi, tu sais pas. Deux. Partez les autres. Non, alors je vais le répéter vite fait. Donc en fait, je me retrouve à un moment donné à décider. Alors le bouquin, je l'écris, mais j'ai un bon retour des éditions du Seuil, sauf qu'ils me proposent un contrat que moi j'ai passé 3 ans sur le bouquin. Vraiment. Et à un moment donné, les gars me proposent un contrat avec plusieurs livres à la clé. C'est un peu un contrat, c'était des contrats un peu bizarres. Et moi je me suis dit, et je me rappelle avoir rencontré ces personnes-là la première fois, je me rappelle arriver dans une pièce à Paris, c'est la première fois que je montais à Paris, et moyenne d'âge 603 ans à peu près. Tu vois. Et moi j'arrive, j'étais rock'n'roll. Aujourd'hui je suis un peu comme ça, mais j'étais rock'n'roll. Et donc je vois ces gens-là, ils disent, on trouve ça très très bien, on vous propose un contrat à l'époque ils disaient de 2 livres et demi. 2 livres et demi, ça veut dire qu'il fallait que sur les 5 ans qui suivent, je fasse 2 livres. Et demi, c'est participer à un truc qu'ils appelaient des nouvelles. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des nouvelles. Et donc, ils faisaient, chaque maison d'édition faisait ses propres nouvelles avec les auteurs. Et moi, il me dit ça. Et j'ai 23 ans. Hein. Et pour moi, c'est quoi? C'est le funk et les gonzesses. Non, mais je veux dire, tu vois, celui-là, j'ai envie de vivre ma vie, quoi. Mais c'est comme s'il me disait, voilà, on te fournit les menottes pour te réenchaîner. Et j'ai cru que j'allais avoir d'autres propositions, et je ne les ai pas eues d'ailleurs, et donc je leur ai dit non. Et je crois que bien m'en a pris parce que je serais vraiment devenu un rat de bibliothèque, entre guillemets. Et donc, voilà, et donc je monte à Paris pour faire de la musique en tant que batteur professionnel. Et en tant que batteur professionnel, voilà, je joue évidemment, et je joue avec pas mal de monde, pour les vieux qui sont, excuse-moi, non, enfin, pour les vieux qui sont ici. En fait, j'ai joué alors avec beaucoup de Français, pas mal d'Africains aussi. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'émissions de télé. Toutes les semaines, il y avait c'était lundi, il y avait Foucault, mardi, Sabatier, De Chavannes, on faisait Drucker. J'ai fait, pour ceux qui connaissent encore, quand même, j'ai fait l'école des fans, avec Jacques Martin, quand même. Non, mais j'ai fait l'école des fans en tant que batteur sur les invités, quoi.
Donc j'ai joué avec Dick Rivers, Maury Conté, ma dernière tournée ça a été avec Laurent Voulzy. Bon, enfin j'ai fait plein de trucs. Donc j'étais musicien professionnel, batteur. Et puis, pour ces deux gentilles dames qui ne se connaissent pas, donc j'étais batteur et en même temps j'étais chanteur. Donc j'étais souvent pris pour faire des chœurs. Des chœurs derrière le micro, pour, tu vois les chœurs, c'est les... Et un jour, j'ai toujours été au bon endroit au bon moment. D'ailleurs, regardez, on est tous ensemble. Et je suis con des fois. Et donc, et un jour, c'est vraiment ce moment qui est incroyable. C'est que... alors, petite anecdote quand même, je savais que j'étais comédien quand même. Intrinsèquement. J'ai absolument jamais fait un cours de comédie, sauf en seconde et en seconde première terminale. Avec un petit cours de théâtre, un petit cours qui attend les 2 heures par semaine. Voilà. Donc ça veut dire que je savais que j'avais ce sens-là, mais inné quelque part. Et en fait, il se passe quelque chose, c'est que je suis au Palais des Congrès. Palais des Congrès, il faut savoir que sous le Palais des Congrès, il y a un grands studios, des grands studios. Et à l'époque, je suis engagé pour faire des percussions et des chœurs pour une chanteuse qui s'appelle Pauline Esther, qui chantait Oui, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor. Voilà, il le joue lui. Et donc voilà, et donc je fais les chœurs. Et à côté, ça c'est pour vous que je raconte, à côté, il y a une séance de pub. Mais on est quand même dans les années 83, 84. Il y a une séance de pub qui se fait. C'est très rare à l'époque, parce que les séances de pub qui se font avec des voix, elles se font dans les régies. La régie de RTL, la régie d'Europe 1, les gens ont des publicités à faire. Et il y a des gens qui sont un peu spécialistes, il y en a très très peu, qui attendent un peu dans l'antichambre et disent tiens, j'ai une publicité pour Darty, est-ce que tu veux venir la faire, etc. C'est vraiment tout un... Le doublage existe de l'autre côté, mais les voix de pub, c'est pas... c'est un peu n'importe quoi. Il y a quelques spécialistes, qui gagnent d'ailleurs beaucoup d'argent à cette époque-là. Et voilà. Et en fait, il y a une séance qui se fait dans le studio d'à côté. Et dans cette séance du studio d'à côté, le comédien doit dire une phrase en 8 secondes. Et parce que la pub, ça vaut très cher le temps. Et il y arrive, mais il l'a fait en 10 secondes. Il n'y arrive pas. Ça fait 2 heures qu'ils sont en train de galérer. Le réalisateur, c'est Jean Becker, le gars qui a fait Les Enfants du Marais, Il était meurtrier, qui a fait des gros films, et il fait aussi de la pub. Et ils sont dans la galère. À l'époque, pas de portable, pas Internet. Hein. On est qu'avec des fixes, et si tu as un problème, tu ne peux pas sauver l'histoire directement. Quoi. Tu vois, et donc Becker dit, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas à côté, alors que ça se fait rarement, une séance de pub? Il coupe sa séance. Nous, il est midi. Le timing, il est juste dingue. Il est midi, le rouge est enlevé, ça veut dire que quand on a le rouge, vous pouvez rentrer puisqu'on n'est pas en train d'enregistrer. Et puis, il va voir l'ingénieur du son, on voit ce mec-là qui arrive, moi je dis c'est non, je l'ai déjà vu. Il va voir l'ingénieur du son qui explique la problématique, et à ce moment-là, en expliquant, tout le monde me désigne moi, non pas en disant c'est lui qui est bon, mais en disant bah, c'est lui qui chante, c'est lui qui s'occupe des micros. Pauline Esther n'est pas là, mais c'est lui qui s'occupe des micros, voilà, les autres non. Donc tout le monde me désigne. Il y en a qui a des pierres là, il fait bien le con derrière un micro. Je suis en train de ne pas le prouver. Non. Et donc, voilà. Et donc, mesdemoiselles, me voilà dans le couloir. D'ailleurs, anecdote, Johnny Hallyday qui était dans le 1, on se croise. Si tu fais j'arrive pas à le faire. Gentil, très gentil gars d'ailleurs. Et j'arrive, la porte s'ouvre, et pour la première fois de ma vie, et je vais en voir pendant 40 ans, je vois des publicitaires angoissés. Ils ne te regardent pas, ils sont des gens qui savent, mais je sais pas, ils ne savent pas quoi faire, parce qu'entre-temps, ils sont déjà sur les téléphones fixes en essayant d'appeler quelqu'un. Mais tu vois, c'est pas comme maintenant, encore une fois. Et donc, ils me mettent derrière le micro, et j'ai un texte, et je découvre le texte. Et là, j'anticipe la phrase que je dirai pendant des années, dans les années 2024, oh putain de ta race. Et la phrase à dire, c'était une publicité pour la Juste Sèche de Justin Brideau. La phrase à dire en 8 secondes, je vais vous la refaire, fermons les yeux. La Juste Sèche de Justin Brideau, une saucisse sèche, une station séchée, doit sécher sans ça sécher, elle est sèche, juste sèche, la Juste Sèche de Justin qui, la Juste Sèche de Justin qui, la Juste Sèche de Justin Brideau. Voilà. Merci. Et en fait, là je l'ai fait, mais je le fais la première fois, j'y arrive pas. La deuxième fois, j'y arrive pas. Troisième fois, il n'y en a pas un qui me regarde. Il fait, ça y est, c'est mort.
Et il se passe un truc, peut-être que je l'expliquerai après, sur la connexion musique intérieure et musique. Voilà. Je sais pas, le truc qui est une sorte de, pas de révélation, mais je me dis, il faut que je le prenne musicalement. Musicalement. Le L c'est bon, le A trop petit, le J c'est bon, le U trop petit, le S tu laisses tomber, c'est pareil, le T. Comme des croches pour ceux qui sont musiciens, croche, double croche, ou noir, 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 comme ça, un tempo que tu choisis. Donc je dis à Becker, je peux essayer. Puis à l'époque, attention, on n'est pas dans du numérique. Hein. Vous savez, on n'est pas, il n'y a pas Pro Tools, pas les souris, ça n'existe pas. Hein. Genre, on fait tout à la main avec les corbeaux. Voilà, et c'est des bandes. Donc c'est un moment, tu vois, il faut que la bande elle revienne, puis tu arrives qu'à la fin de il faut que tu vois toute la pub en même temps. Quoi. Parce que tu n'as vraiment que 8 secondes pour le faire. C'est vraiment, il y a eu la fin de la comédie, et tu n'as vraiment que ça s'appelle le backshot. Et là, j'envoie, j'arrive à ça, je suis pas encore dedans. Et les mecs, là, ils se relèvent, tu vois. Je le dis sans frime, mais quand même un peu. et pareil, et la deuxième fois, je le rentre dedans comme je viens de le faire. Et là, Becker, je m'attendais à ce qu'ils font. Enfin, tu vois, qu'ils disent waouh, super, merci. Il fait pas du tout ça. Il me regarde et il dit toi, comme c'est qu'il dit, toi, tu viens tout de suite avec moi. Et je dis mais non. Et moi, je suis un petit gamin quand même, j'ai 23 ans. Quoi. Et il dit, je dis quoi, comment on peut écrire il me dit ben non, mais là, j'ai ce qu'il faut. Et les publicitaires disent, ben ouais, on a ce qu'il faut. Il y a 3 films, hein, avec la même phrase dedans. On place dans le truc. Ok, on peut encore le retrouver sur Internet, on l'entend encore. Et donc, je dis, ben non, monsieur Becker, il faut que je plie la batterie, les percussions, et puis voilà, je dois faire autre chose. Il me dit, ok, adresse, demain, tu viens signer ton contrat. Je dis, mais quel contrat? Il me dit, ben si, parce que là, tu vas le faire, enfin, je vais te payer. Mais j'ai aucune idée. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est encore en francs, hein, on est d'accord, on est encore en francs. Et donc encore en francs, c'est l'équivalent en euros. Je te fais une séance de voix, c'est l'équivalent à peu près en euros. Avec l'inflation, ça ferait du 170 € pour 3 heures. Tu vois, c'est pas beaucoup. Hein. Enfin, c'est l'époque, quoi. Puis les chœurs, c'est pas non plus. Je parle que des chœurs, hein, je parle pas de l'ensemble de travailler dans la prod. Mais bon, le lendemain, je débarque chez DDP, sa boîte. Tata, bonjour. Déjà, je trouve qu'on me salue gentiment, un peu comme vous, mais pas avec des applaudissements, par contre, j'ai déçu. Et donc, et je vois que les gens ils disent, ah ben c'est avec le gars qui a fait un truc spécial avec Jean Becker. Donc je suis dans son bureau et tout ça. Il me dit, ben voilà, je suis très content, écoute, voilà ton contrat. Je dis, on doit signer des trucs, ouais, ok, lis-le. Puis moi je me dis, il faut que je lise alors. Tu vois, il y a 4 pages. Hein. Et il m'avait demandé mes renseignements avant. Et je lis le truc, et je vois la page rémunération. Je fais, c'est mon numéro de sécurité sociale. Sans déconner, je peux vous dire, puisqu'on est en famille, ça ne sera pas répété. Non, on peut. Je pense que c'était l'équivalent de 4 500 €. Il y avait 3 films. À l'époque, je peux vous dire que, pour ceux qui connaissent Bec BD, l'écrivain qui a écrit 99 francs, on était dans la pub ensemble, c'était la gabegie. Quand je dis la gabegie, c'était n'importe quoi. L'argent coulait à flot. C'était du style, on doit faire le pack shot de ça, mais il faut que ça soit bien éclairé. Il y a une équipe de 10 personnes qui part en Afrique du Sud parce qu'il y a du soleil. C'était ça. Ah non, ils demandaient n'importe quoi aux clients. Je peux vous dire qu'ils sont bien faits. Bon, passons. Donc, je me retrouve. Waouh! Et là, je continue. Ah, mon garde du corps. Et vous voyez, c'est un roumain, on peut lui dire n'importe quoi. Blonde, c'est glühende Wüste. Oh, ça. Je ne sais pas si c'est du roumain. Pas compris. Et je vous fais la suite qui est quand même incroyable. Et après, on va passer aux questions. Parce que c'est vraiment le début de incroyable. Et donc, je suis en train de signer. Et là, je vous le répète pour ceux qui le connaissent là, mais c'est vrai que c'est marrant de le réentendre. Et là, Becker reçoit un coup de fil. Il parle, il fait, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Je suis en train de signer votre truc là. Donne-moi l'argent. Et il me dit, écoute, si t'as rien à faire, viens avec moi. Je te donne l'adresse, t'as une moto. Rejoins-moi à... Ça me fait rire parce que je repense le truc. Rejoins-moi
à Boulogne. Pour ceux qui connaissent Paris, t'as Neuilly, t'as Boulogne de l'autre côté. Mais quand même, maintenant on a des GPS. Mais il me donne une adresse. À l'époque, si vous savez, c'est les plans. Sans déconner, tu sais pas où tu vas. Donc, il me dit, je t'attends là-bas. Il m'a attendu quand même 1 heure. Et le temps que je trouve. Et rue Morizet, je me rappelle, à Boulogne. Et donc j'arrive, il me fait passer et j'arrive dans une salle de montage, avec un petit micro, etc. Tu vois que c'est une salle où ils font des maquettes. Et là, imaginez bien quand même le plan. Ce gars-là, je ne le connais que depuis 18 heures. Tu vois, je veux dire à peu près. Le gars me fait venir sur un truc. J'ai fait un truc, j'ai gagné une masse d'argent. Et le gars, il m'a dit, je sentais qu'il fallait essayer ça. Et le gars, je suis en face de lui, et il me dit, ok, écoute ça. Est-ce que tu peux chanter ça? On a fait une maquette, est-ce que tu peux le chanter? Je dis, monsieur Becker, il y a 3 notes. Je vais y arriver. Ok, donc tu vas chanter ça à la fin. Et par contre, après, je te demanderai quelque chose. Donc j'enregistre d'abord la chanson. C'était, pour ceux qui s'en souviennent, Danone. C'était pour Danone. Et là, le mec, ça fait 18 heures que tu le connais. T'imagines, t'es dans le multiverse là quand même. Le gars te dit, alors écoute, comment parlerait un yaourt qui pense qu'il est le meilleur yaourt du monde? Avec, faut que tu me places ce mot-là et ce mot-là dedans. Du style, il me balance une impro. Et je sentais que j'étais fait pour ça parce que, au lieu d'avoir peur, je commence vraiment à réfléchir et puis je fais vraiment, je suis là, je me rappelle encore une fois, et je fais, moi, le nouveau yaourt Danone, je suis tellement velouté, tellement crémeux que j'adorerais me manger moi-même. Danone, il me voit, il fait, toujours c'est vrai, il me dit, ok, tu es la voix Danone. Non mais vous voyez ce moment de dingue, parce que quelqu'un te fait confiance, mais il ne sait pas où tu vas, et tu y arrives, parce que tu sais que tu es fait pour ça. Enfin, je sais, je le dis encore une fois, même si je fais bien le con tout le temps, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je ne fais aucun effort pour ça. Et un texte vient, je sais comment il faut le faire. Ou en tout cas, je peux te faire 50 prises différentes. Mais c'est comme un truc, mais c'est un truc de musicien, ça, on va en parler peut-être après. Et donc voilà. Et donc, pour terminer sur voilà comment j'ai commencé. Et de ce jour-là, ce gars-là, le premier, au départ, m'emmène et me fait bosser, me donne mon numéro à ses copains réalisateurs. Et genre, déjà 2 semaines après, j'enchaîne sur plein de trucs et je suis devenu Monsieur Pub, vraiment Monsieur Pub. Et en fait, je faisais moins en moins de musique, je continuais, mais j'avais plus le temps parce que j'étais booké tout le temps. Et comme il y avait très peu de monde à l'époque, les gens en parlaient tout de suite. Et puis après, on savait que je chantais. Donc j'ai fait des trucs, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai commencé à chanter Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Voilà, ça. Et j'ai fait ba, bibel, ba, vous vous rappelez de ça? J'ai fait pire, hein. Le pire que j'ai fait, je pense, c'est que j'ai chanté On va fluncher. C'est ça qu'il y en a qui ont connu. Et l'anecdote la plus jolie que je peux vous raconter par rapport à ça, et après on passera aux questions, c'est avec ma femme. Quand je rencontre ma femme, elle savait ce que je faisais. Hein. Et le 2 ou 3e jour, on parle de voix, etc. Et elle me dit, moi, quand j'étais petit, j'adorais une chanson qu'on entendait à la radio. Puis elle me dit la chanson et je lui chante. Elle me dit la chanson et je lui chante. Je lui chante « Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, la miricorée, pom pom pom, etc. » Vous connaissez ça? Et là, elle se met à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait tout ça? Il me dit, mais parce que je croyais qu'elle me parlait de ça, parce qu'elle savait que c'était moi. Mais non. C'était très très romantique. Non, ça faut qu'on le faire. Super. Oh, le page, il pleure. Tu vois comme je l'aime, hein? C'est beau.
Donc voilà, mesdemoiselles, vous sortirez donc ce bouquin, le page officiel, plus tard. Et donc voilà, donc ça c'était le début. Bon, après, on va pas tout raconter tous les trucs, mais posons des questions, pour ceux qui ont des questions, comme ça, on va voir si je peux y répondre. On a du temps encore là, c'est bon? On a 7 minutes. Non. Ah tiens, fait, après, ceux qui veulent rester, je continue la conférence avec les noobs, pour ceux qui connaissent. Donc restez parce que il y a, je crois, pour ceux qui connaissent les noobs et qui aiment les noobs, il y a la projection du... le mec il est à fond, le gars est à fond. Il n'est pas venu pour moi, le gars il est venu pour Mastercom. Alors, qui veut poser des questions? Mademoiselle. Attention, chaque question c'est 600 €. 700. Comment est-ce que vous avez rencontré vos collègues de doublage, notamment genre Richard Lavoie, RTT? Comment je les ai rencontrés? Ouais. En fait, tu sais, 40 ou 42 ans de carrière, tu rencontres, voilà, tu les rencontres. Alors, bonne question aussi, parce que à l'époque, sur les plateaux, on pouvait être tous ensemble. C'était de l'analogique. Donc en fait, quand vous commenciez un film, il fallait vraiment que les bandes, tu ne pouvais pas les faire aller d'avant en arrière. Et tu partais du début du film jusqu'à la fin du film, ou du dessin animé. Donc en fait, ça veut dire que tout le monde était là en même temps. Donc en fait, ça faisait des trucs un peu particuliers, parce que tu avais le micro au milieu, et il y avait 3 ou 4 dans la même scène. Ceux qui étaient dans la scène étaient tous ensemble. Donc on était un peu les uns sur les autres, un peu les épaules contre, et chacun faisait comme ça, pour se retrouver. Et maintenant, c'est totalement terminé. Depuis que le numérique est là et que toutes les pistes sont éclatées, tout le monde enregistre tout seul face au micro. Tu ne fais plus du tout de dialogue direct. On fait... mais ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, non. En fait, parce que soit tu les as dans l'oreille, soit tu as repéré l'américain ou le japonais, comme ils parlent. Et non, ça ne change pas grand-chose. Mais par contre, on était tous... Donc, comment je l'ai rencontré? Parce qu'on se croise dans les studios. Après, moi, j'ai rencontré plus de... Comme je suis un peu moins dans le doublage que dans la publicité, les jeux vidéo, etc., il y a plein de gens de doublage que je ne connais pas. Après, j'ai mes frères, grands potes, Donald Renew pour ceux qui connaissent, Dorothée, Richard évidemment, Émilie Curtil. Parce qu'aussi, on est tout le temps en tournée, tout le temps tous ensemble, quoi. Voilà comment on se rencontre, mais c'est parce qu'on est sur les mêmes projets, ou que, oui, après, bizarrement, il y a pas, et non, c'est pas qu'il n'y a pas d'affinité, mais chacun a vraiment sa vie, quoi. Alors depuis qu'il y a les conventions, on se voit beaucoup plus en fait, on passe beaucoup plus de temps ensemble, mais autrement, chacun a ses familles, donc tu peux aller manger chez les uns, chez les autres, mais après, la problématique des comédiens, c'est les comédiens. Non mais je veux dire, c'est vrai. Moi, je pense que j'ai un background de musicien au départ et ensuite de comédien. Donc c'est pas exactement les mêmes égos. Ouais, c'est pas les mêmes peurs. Je pourrais expliquer ça après, si t'es gentil. Non. Qui d'autre? Le Hellfest, là au fond. Non, toi d'abord. T'es déjà là. Honneur aux dames, hein, excuse-moi. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Vous avez parlé d'une époque où il n'y avait pas de portable, pas d'Internet. J'ai lu récemment qu'on arrivait maintenant, avec l'intelligence artificielle, à recréer la voix, par exemple la vôtre. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va devenir quelque chose qui va être handicapant, qui va supprimer cette spontanéité, tout ce vécu? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si on commence sur ce débat-là, c'est 10 heures de débat. Non mais je le dis, je l'ai moi parce que c'est la question qu'on nous pose depuis 2 ans là-dessus. Alors moi, je fais partie des gens qui n'ont pas peur de ça. Parce que je base, déjà, pour ceux qui me connaissent plus spirituellement même, dans les bouquins que j'ai écrits, par exemple, je ne base pas ma vie sur la peur. C'est comme si on me disait, moi l'intelligence artificielle, c'est comme si on me disait, waouh, je préfère rester avec les locomotives à charbon, parce que les flics qui arrivent, c'est de la merde. C'est un petit peu ça l'idée. Après, j'ai pas trop peur. Oui, c'est un outil qui va handicaper certaines choses, peut-être certaines personnes. Je dirais que pour ce qui est des voix que j'appellerais du quart-monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les voix qu'on fait. Par exemple, le frigo, il va parler parce que vous avez scanné vos œufs avec un code barre et il vous dit, un peu comme Alexa, là, il faut que tu te débarrasses de tes œufs etc. C'est l'intelligence artificielle parce que, quelque part, c'est du tout venant et ça coûte très cher d'aller en studio pour faire ce genre de choses.
Par contre, si vous êtes Kenzo, si vous êtes Evian, si vous êtes n'importe qui, vous avez, ok, vous voulez une voix d'intelligence artificielle. Mais pourquoi vous la voulez? Pour vous faire gagner de l'argent? Il faut que vous payiez le technicien qui va vous sortir votre voix, etc. Pour votre marque à vous personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, les 3 heures que le technicien, vous allez payer le technicien pour vous donner une voix artificielle, ça serait 3 heures, c'est la même chose de payer un comédien. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, parce que il peut y avoir des fakes qui sont faits. Après, ça va permettre aussi aux gens de faire super attention à ce qu'ils ont comme information. Parce que tu vois, des fois les gens ils prennent l'information, ils disent ah, machin il a dit ça. Maintenant, peut-être que c'est une connerie. Donc ça va être il y aura peut-être des prises de conscience un petit peu plus marquées. Mais d'abord, moi si on piquait ma voix, allez-y les gars, allez-y. Mais non, mais c'est même pas ça. Non mais allez-y. Parce que si je chope le gars, le mec il est mort et moi je suis milliardaire. Non mais je dirais, c'est pas important. Oui, ce qui est possible de faire, c'est prendre ma modulation, la modulation de Richard, la modulation de Donald, ou même de Dorothée, de le rentrer dans l'intelligence et d'essayer de voir ce que ça donne. Avec machin. Ouais, d'accord. Mais quand, au niveau du business, hein, je parle. Si au niveau du business, par exemple, documentaire. Moi, vous savez, je fais beaucoup de documentaires. Vous savez, ces documentaires, vous êtes mercredi, vous êtes dimanche après-midi et vous avez bien mangé avec vos parents et vous allez commencer à faire la sieste devant Arte ou TV5. Et la voix qui dit nous sommes au cœur de Kilimanjaro. Les gazelles et les gnous, etc., etc. Et donc là, vous vous endormez d'habitude. Mais quand vous faites un 52 minutes, vous imaginez le travail de l'intelligence artificielle pour avoir exactement ce que veut le réalisateur sur 52 minutes. C'est-à-dire que ce que ça va coûter, mais c'est énorme. Parce que de toute façon, tu ne peux pas dialoguer avec la machine à moins de mettre des curseurs. Donc ça veut dire qu'il faut en plus qu'il y ait des gens qui disent c'est ça que je veux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, au niveau du business, c'est pas très intéressant. Après, l'intelligence artificielle, elle va être extrêmement utile pour énormément de trucs. Je vois ce que fait Midjourney, par exemple, sur les décors de cinéma. Enfin, ne parlons pas que de la voix. Moi, j'ai pas peur en tout cas. Les gens qui ont peur, c'est toujours des gens qui ont toujours peur. On parlait des psychologies de comédiens, ils ont toujours peur. Ils travaillent plus que moi, machin, nanana. Faut pas avoir cette, en tout cas pour moi, pas avoir cette manière de penser. Oui, on peut avoir peur de la technologie, on peut avoir peur des hackers qui vont utiliser ça, et de toute façon, encore une fois, je dis tout le temps, c'est comme un couteau, le couteau qui est devant moi, je tue quelqu'un ou je suis le meilleur cuisinier du monde. Ou l'électricité, c'est la chaise électrique, ou c'est de la lumière pour les villes. Voilà, c'est un peu ça l'idée. L'eau, tu la bois et ça te fait vivre, ou tu te noies dedans. Voilà, c'est la même eau. Donc voilà, ça dépendra de l'attitude de chacun. Bien sûr qu'il va falloir des garde-fous, etc. Mais dans la voix, j'ai pas si peur que ça. J'ai pas si peur que ça. Et oui, je disais, je finis sur. Après, il y a des trucs fascinants. Je vois mes copains qui sont des décorateurs de cinéma, pour le coup. Waouh! Et tout le monde connaît un peu comment ça marche, l'intelligence artificielle. On met un prompt, voilà, et on dit je voudrais. Et les gars, ils s'éclatent parce qu'ils disent je voudrais. Par exemple, j'ai un architecte qui m'a montré ça l'autre jour. Il rentre dans son prompt un immeuble avec des rooftops invoquant des baleines avec Gaudi. Gaudi, celui qui a fait la Sagrada Familia à Barcelone. Le gars, il me montre la photo et il dit ok, c'est Midjourney qui l'a fait, mais là si je commence à travailler à partir de ça, c'est possible de le faire. Ça m'a évoqué, ça m'a amené dans un imaginaire qui m'intéressait. Il y a plein de... Donc je pense que dans le cinéma, on va avoir ça. Et ça, si ça va vers pour la beauté. Après, je ne suis pas un spécialiste pour dire c'est bien, c'est pas bien. Il faut faire attention des garde-fous, mais je ne mettrai jamais la peur dans cette dimension-là. Là, je parle bien des fois. Le gars du Hellfest. Moi, je dis gars du Hellfest parce qu'il est grand barbu, c'est pour ça. Oui, il n'y a pas de souci. Bonjour, j'aurais une question au niveau de votre doublage. Est-ce que vous avez vraiment un doublage qui vous a vraiment amusé ou éclaté, vous vous êtes senti à la fin vraiment satisfait de ce que vous avez fait, de votre travail? En règle générale,
En règle générale, je suis assez satisfait de ce que je fais. Je suis un corrigé. Oui, alors je peux te répondre sur deux axes, ce qui me plaît et ce qui me déplaît. Ce qui s'est arrivé de faire déplaît, parce que je pense qu'on peut poser la question aussi. En fait, bizarrement, il y a plein de trucs que j'ai faits où j'étais super fier, que ce soit l'aubergiste d'Hearthstone, tous les personnages dans LoL, Abe, pour ceux qui connaissent, le Oddworld, les lapins crétins, il y en a beaucoup quoi. Ou certaines pubs d'ailleurs. Mais c'est pas là-dessus où j'ai la plus grande satisfaction sensible, je dirais. Par contre, j'ai fait pour moi, un sublime documentaire sur la liste de Schindler, par exemple. À la fin, j'arrivais, j'étais presque en larmes. Tu vois ma sensibilité. Et c'était super beau. J'ai fait un documentaire sur Bob Marley, pareil. Et là, tu es super fier parce que là, tu racontes une histoire, tu fais des trucs, et puis tu sens quand les gens l'écoutent, et le réalisateur, ils sont là, ils font waouh, ça le fait vraiment. En fait, c'est plus je dirais, c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs, hein, tu vois, d'amener de l'humanité dans un truc où tu dois toucher que de la force, un peu de la puissance, comme pour ceux qui connaissent Kled de League of Legends. Pour les gens qui connaissent ou pas? Oui, lui, il connaît lui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est. Il parle comme ça en faisant Scar, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je parle comme ça quand je suis à la maison. Hein. Là, quand je suis à la maison, je parle à ma fille. Il n'y a plus de papier au WC! Papa qui n'est repassé! Voilà. Donc voilà, il y a voilà, ça c'est en fait tous les trucs qui sont il y a des trucs qui sont vraiment difficiles à faire. La poésie par exemple. La poésie c'est très difficile à faire. Pourquoi? Parce que la plupart du temps d'ailleurs les gens ils disent bah, moi j'écoute pas de la poésie. C'est vrai parce que les gars qui ont une formation théâtrale, c'est du théâtre. Et c'est too much. Tu peux pas parler, tu vois. Il est des loups de toutes sortes et je connais le plus inhumain mon cœur que le diable l'emporte. Ils parlent un peu comme ça les mecs un peu, tu vois. Enfin, je parodie total, hein. Mais de pouvoir sur des textes difficiles donner de l'humanité, etc. Ça c'est difficile. Ça j'aime beaucoup faire ça. Et puis ce que j'aime pas faire, et ça m'est arrivé une fois, et j'ai été, vous vous rappelez le commissaire Boulin, Yves Régnier? Et donc je vais avec Yves Régnier parce que lui doit faire un narrateur, et moi on me demande de venir faire, c'est un gros contrat. On me demande de venir faire de ce qu'on appelle les voice-overs. Vous voyez ce que c'est les voice-overs? C'est-à-dire que c'est les gens qui parlent en anglais, puis vous parlez par-dessus, on entend leur voix, mais du style yes, oui, parce que voilà. Et donc j'arrive, je ne sais pas du tout ce que je fais. Et on m'annonce que je fais, à l'époque, il y avait, vous vous rappelez, dans les kiosques, on faisait des CD-ROM ou des DVD. D'ailleurs, j'ai la pub de ça, c'était 2,50 € chez votre marchand de journaux. Et ce truc-là, Del Prado qualité. Genre, voilà, Altaïa. Altaïa, ouais. Et donc, on m'annonce que c'est une série de 40. Donc, les mecs sont fiers de m'annoncer. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de travail. De 40 CD-ROM qui seront dans les kiosques à journaux sur les serial killers, les plus gros serial killers de l'histoire. Et là, il se passe un truc, encore une fois, une éducation. Ma femme est enceinte à l'époque. Et à l'époque, pour ceux qui connaissent le cinéma, il y a Seven qui sort. Vous voyez, Seven de David Fincher avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Deux de mes acteurs préférés. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quand même assez, c'est super, mais c'est la fin, tu vois, je veux dire. Voilà. Et donc, je suis avec ce truc-là et je dis à tout le monde que j'ai détesté ce film. Pour plein de raisons, mais j'ai détesté. Fincher, c'est un génie, etc. Mais encore une fois, je travaillais déjà dans le cinéma aussi. Pourquoi je digresse un peu, mais c'est pour vous expliquer. Pourquoi tu as détesté Seven? Parce que ceux qui me connaissent, la famille, dans mon côté un peu positif, c'est que quand tu fais un film, tu passes 7 ans sur un film. 5 ou 7 ans. Scénario, recherche de trucs, tu tournes, promo, ensuite c'est 5 ans. Donc pendant 5 ans de ta vie, ce gars-là, vraiment super fort, et bien pendant 5 ans de sa vie, il va faire un sujet qui va tirer les gens vers le morbide, le bas, le dégueulasse de la vie, etc. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Mais ce côté-là, ça ne m'intéresse pas. Et je me retrouve, donc pour finir là-dessus, je me retrouve
Et je me retrouve, Régnier fait sa voix, c'est lui qui raconte. Et moi, je me retrouve à faire tous les voice-overs, des avocats, des photographes, des gens qui témoignent, et je fais la voix des serial killers. Ceux qui sont vrais et qui ont été gardés en prison, ils sont en prison. Ils sont vraiment là, quoi. Et je me rappelle avoir... donc je fais les premiers, et à un moment donné, vous savez à quoi ça tient? Ils interrogent un des serial killers les plus grands de l'histoire qui est encore enfermé, qui a dû tuer 40 personnes. Et en fait, ils font une reconstitution. Et c'est pas une reconstitution morbide qu'ils font. En fait, on est sur genre route 66 aux États-Unis, tu vois. Et en fait, t'as la caméra qui est derrière et t'as une main comme ça qui conduit. Et la voix pose la question, c'est moi qui pose la voix. Il dit, mais pourquoi vous choisissiez ces femmes-là? Qu'est-ce qu'elles avaient? Elles étaient rousses, blondes, particuliers. Et t'as une voiture qui passe en face. Là, une voiture qui vient. Et tu vois la main, et la voiture passe. Et le gars dit, non, c'est parce qu'elle était là. Et tu vois, il se retourne sur l'autoroute et il va... Rien que cette scène-là, qui paraît banale, je dis, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait? Parce qu'en plus, il y a tous les trucs. Je fais le premier épisode, hein. Et ça me salit tellement intérieurement, mais ça me salit. Et vraiment, ça me salit. Je dis, mais en plus, encore une fois, ma femme va accoucher bientôt. Il y a cette histoire de Seven. Tu vois, je dis, putain, mais est-ce que je vais... Pardon, j'ai dit un gros mot. Est-ce que je vais prêter, louer, vendre ma voix, qui je sais est souvent bienveillante et ronde et que les gens aiment bien, pour qu'on soit fasciné par ce mec-là? C'est pas mon univers. Et à la fin, je leur ai dit, vous savez quoi? Vous allez être obligé de me remplacer. On fait quoi? Je le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et je me suis assis sur un paquet d'argent. Mais tu vois, j'étais vraiment fier de moi, parce que quand je suis sorti, je me suis dit que ce non était un oui intérieur. Fin de la discussion. Merci. D'autres questions? Monsieur Casquetteman? Je te connais, lui, je les connais. Il y en a, ça fait 25 fois. J'ai l'impression qu'ils vivent avec moi. Hein. Ouais, du coup, comment ont été les tournages avec Luc Besson? Ah, est-ce que vous savez que j'ai tourné avec Luc Besson? Ah ouais, alors je vous raconte. J'ai encore du temps mais il y a mon doudou qui est là. Bonsoir. C'est mon deuxième garde du corps. Quand je dis mon doudou, parce que je l'aime beaucoup, c'est comme un frangin. Et il y a Toff qui est là-bas au-dessus, mais que je n'aime pas. C'est vrai, je t'aime beaucoup, en fait. Il se passe un truc, moi, encore une fois, je vous ai dit, je vous raconte, mademoiselle, l'anecdote. Il se passe un truc d'absolument fou. Encore une fois, je suis tellement souvent au bon endroit au bon moment que Mazel Tov, je bénis les dieux les yeux. À l'époque, je suis donc batteur, je danse un peu, je chante, donc de temps en temps, je passe des castings. Je passe le détail. J'ai un gros casting, qui est une comédie musicale. Alors, bizarrement, avec la dame qui est ici, qui chante la voix d'Hercule, Mégara, Mimifé, on était ensemble, donc il y a 40 ans, dans cette comédie musicale. Comédie musicale, je passe le casting, c'est moi qui l'ai. J'ai le casting, mais le rôle est très spécial. C'est une comédie musicale qui s'appelle La Petite Boutique des Horreurs, qui était un hit aux États-Unis, premier rôle de Jack Nicholson quand même. Et donc, c'est le rôle d'une plante carnivore qui grandit dans un ghetto juif de New York et qui apporte la chance, mais en même temps va tuer tout le monde. C'est un truc un peu étrange. Et en fait, je fais un rôle, comme on n'a pas le temps, je n'expliquerai pas tout, mais en fait, je fais un rôle qui fait qu'en fait, on ne découvre qu'à la fin que c'est moi. Je suis là tout le temps, mais c'est la surprise de la fin. Et à l'époque, j'ai les cheveux déjà longs comme ça, noirs. Et ça va avoir une importance. Comme je ne me découvre qu'à la fin du spectacle, je peux avoir la tête que je veux. Mais j'ai des costumes qui c'est un enfer, je sue, mais grave. Et je sens bien que c'est problématique avec les cheveux. Ce qui est fou quand même. Et je demande à la prod, est-ce que je peux me couper les cheveux? Parce que là, il faut que je sois plus libre dans le truc. Et oui, il n'y a pas de problème, puisque voilà. Donc j'ai les cheveux comme ça, et le matin,
Je me coupe les cheveux. Tout à l'heure, si vous voulez, on regardera, j'ai les photos. Vraiment, avant-après. J'ai les photos avant-après. Et donc, je me retrouve avec ça sur le caillou. Je sais pas qui c'est, à peu près beaucoup plus court que toi. Enfin, je suis vraiment style GI, quoi, un peu. Et on fait la présentation. Le soir même. Je suis dans ma loge, ça tape, j'ouvre la porte. Une dame, bonjour, je m'appelle Nathalie Giron. Elle me dit, c'est vous que je veux voir. Je dis oui. Vous avez déjà fait du cinéma? Et je dis, écoutez, j'ai tourné un tout petit truc pour FR3 il y a des années. Bon. Il dit, écoutez, voilà ma carte, est-ce que dans les 2 jours qui viennent, vous pouvez venir dans le 10e rue Yves pour passer un casting? Ok. Je trouve ça bien quand même. J'y vais le lendemain. Donc j'arrive, il y a plein de monde, donc je suis un des mecs qui passe. Et voilà, caméraman japonais qui est là, un mec petit gros avec les cheveux en pétard peroxydés, et qui me dit You speak English? Il parle comme ça. Do you speak English? Not very fluent, but I tried, but you know, I am a Frenchman, I am from Paris. Je fais le con, quoi, en fait. Je parle pas très bien anglais non plus. Let me regret myself, tu vois, un petit peu comme ça. Et donc, il me dit, de face de profil, voilà, c'est tout. Et à l'époque, il faut savoir qu'on a du succès, vraiment. On fait des victoires de la musique avec la télé musicale. On n'a pas gagné, mais enfin, on a quand même nominé. On a tellement de succès qu'on change de théâtre. On passe du théâtre des Jazets au théâtre de la Porte Saint-Martin. Donc, il y a 2 mois d'arrêt pour remontage de tous les trucs. Et je reçois un coup de fil, je suis en pleine vacances. Vacances, Monsieur Dugarry, vous vous rappelez, vous avez passé un casting? Je dis, ouais. Et voilà, est-ce que vous avez votre passeport? Je dis, oui. Vous êtes libre dans 3 semaines pour 1 semaine? Je dis, oui. Alors voilà, vous partez avec une mini-équipe de tournage, vous allez sur une plateforme de forage au large de l'Écosse, presque à la frontière du Groenland. Et vous partez avec un monsieur qui s'appelle Luc Besson pour un film qui s'appelle Le Grand Bleu. Et moi je fais, on ne connaît pas. Alors je vais quand même, il n'y a pas internet à l'époque. Je dis, c'est qui Luc Besson? Après il a fait un film, son premier, qui s'appelle Dernier Combat. Puis ensuite il a fait un film avec Adjani et Lambert et Jean Reno, qui s'appelle Subway. Je dis, ok, donc je flippe un peu quand même, je connais pas, tu connais pas. Et donc rendez-vous à Roissy un dimanche soir. Bon, moi je suis jamais en retard, j'aime bien, sauf là tout à l'heure, mais bon. Et donc j'arrive et il y a les panneaux Gaumont, et j'ai le panneau Gaumont, donc je suis tout seul, j'attends. Donc j'attends un quart d'heure, je suis tout seul. Et puis je vais arriver à un mec de presque 2 mètres. Salut, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Marie-Alain. Moi c'est Jean Reno, ça va. Et donc c'était Jean, et arrive Luc, etc. Donc mini-équipe, et là on part. Et là, on part sur une plateforme de forage. Pour ceux qui auront un peu le temps tout à l'heure, je pourrais vous montrer des photos. J'en ai. C'est très sympa à voir. Et donc voilà. Et on se retrouve. On ne voit pas beaucoup. Je suis le chef de la plateforme. Vous vous rappelez le film ou pas beaucoup? À un moment donné, ils vont dans un ils boivent de l'alcool dans une. Et ils parlent avec l'hélium. Ouais, voilà. Ils parlent et tout ça. Et moi, je suis le chef de la plateforme qui dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Et donc, on a 3 jours de tournage sur la semaine. Et donc, parce qu'il tourne beaucoup, puis ensuite il enlève et tout. Mais quand vous êtes sur une plateforme de forage, au trou du cul du monde, hein, quand même, il faut avouer. Dangereux en plus. Hein. Dangereux. Il faisait pas beau, c'était. Voilà. Bah, soit tu te fous sur la tronche quelque part, soit tu deviens pote. Et moi, comme j'étais assez cool, Luc me dit, il m'aime bien, quoi. Ça se passe très bien. Puis en plus, tu vois, moi je suis avec Jean-Marc Barre au-dessus de ma tronche. On avait des cabines de 2 à chaque fois, donc Jean Reno était avec Luc et moi j'étais avec Jean-Marc. Ça se passe, franchement, on s'entend tous super bien, l'aventure est super, et en partant, deuxième anecdote, dans l'avion, je vous raconte quand même le truc de dingue, dans l'avion, Luc me dit, écoute Pierre-Alain, quand tu auras fini la petite boutique des anges, j'aimerais bien que tu viennes travailler avec moi, si ça te fait plaisir. Je dis, mais faire quoi? On verra, on trouvera, on apprendra. J'ai fait 18 ans avec lui. Hein. 18 ans, en même temps qui m'a permis de... Parce que l'histoire de la Juste Sèche que je vous ai racontée, j'étais déjà avec Besson à l'époque. Donc je lui avais dit, moi je dois continuer la musique. Et après, j'ai dit, je fais des voix. Donc il me dit, vas-y, roule, tu fais ce que tu veux.
Donc j'ai appris la production avec lui. Et donc, l'anecdote quand même de dingue, on est plutôt dans un bel avion en première les deux. Moi je suis contre le hublot. Je suis un fan du PSG pour ceux qui détestent, d'accord. Donc je récupère, à l'époque on n'a pas internet, à Édimbourg, je récupère l'équipe. Vous voyez, l'équipe qui devait être dans un avion d'Air France. L'équipe qui avait déjà 3 jours de retard, quoi, tu vois. Et je suis en train de chercher le truc du PSG. Le PSG a perdu. Je suis un peu vénère. Je dis le truc. Et Luc est à côté de moi en train de travailler sur un scénario. Il y a 2 places et lui il a pris le 16. Et vous savez, à l'époque, il y avait des Walkman orange, les Sony, vous vous rappelez les Sony orange pour certains? Les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un Walkman ici. Et donc ben oui, on est bien dans les années 90, voilà. Et donc, le Walkman, et puis à un moment donné, il est en train de travailler sur un scénario. Et je vois bien le scénario, la première page elle est blanche, puis après il travaille dessus, quoi. Et puis il me donne un coup de coude, il dit Pierre-Alain Pirot, il me dit. On est vraiment potes. Il dit, on est devenus potes sur les jours qu'il y avait. Il dit, Pierrot, il enlève son Walkman, il fait, Pierrot, j'ai trouvé le titre de mon prochain film. Sauf que là, il est en train de me casser les couilles, quoi. Le PSG a perdu, je suis vénère. C'est là que j'ai fait, ouais, super. Il dit, si. Et là, devant moi, je vous jure, c'est vrai, sur la page blanche, il met Nikita. Et il marque Nikita. Et il est en train d'écouter Nikita d'Elton John. Vous voyez l'anecdote qui est dingue quand même? Il a écouté ça, et là il voit, et je vois sur le scénar qu'il n'y avait pas écrit Nikita, évidemment parce qu'il n'avait pas trouvé le truc. Il y avait écrit la femme. La femme. Tous les rôles de Anne Parillo, c'était la femme. Et d'ailleurs, pour anecdote pour les cinéphiles, quand c'est sorti en série aux États-Unis, parce qu'il y a eu une série, il a donné la balle en disant, pour rendre hommage, ça va s'appeler La femme Nikita. Ouais, tu vois ce truc. Et donc voilà, donc l'anecdote elle est quand même dingue. Et là il me dit, viens. Et donc j'ai participé à toute l'aventure. J'ai tourné dans Nikita, pour ceux qui s'en rappellent ou pas. Nikita, vous savez, il y a une attaque de la pharmacie au départ, qui est terrible avec des drogués, etc. Et en fait, Anne Parillo va exfiltrer parce qu'on va faire croire qu'elle va être condamnée à mort. Mais elle est condamnée à mort parce que dans cette première scène, moi je suis le chef des flics et j'ai les cheveux courts et tout, et c'est elle qui me fait sauter le cerveau. Non mais vraiment c'est ça. Et ben, anecdote, ma mère qui était encore de ce monde va voir le film au Grand Rex. ma mère va voir, elle sait pas ce qu'elle va voir. Et donc c'est rempli. On m'a raconté, mon père m'a raconté, ils sont les deux au Grand Rex à Paris. Et j'ai dit, tu sais, je dis à maman, va tôt parce que c'est le début du film, hein, après je suis mort. Je dis, ah bon? Mais elle percute pas. Tu vois, et donc t'as le truc qui est vraiment comme ça. Et l'autre est comme ça, et ça fait pas. Et il y a un moment où il fait, mon fils! Ils ont fait. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai, t'es un peu fudge, donc tu vois le côté maman, il y a encore des boulettes. et donc voilà, je raconte vraiment ma vie là. Et donc pourquoi je parlais de ça? Ah oui, tu me demandais l'histoire de Luc Besson. Donc voilà, et en fait la beauté du truc c'est que on peut aimer ou pas Luc dans ce qu'il fait, dans ses rapports avec les humains, parce qu'il n'est pas facile. Moi j'ai toujours resté pote avec lui. Et on a quand même bien enquillé parce qu'on a quand même fait. J'ai fait avec lui donc Grand Bleu, Nikita, on a travaillé sur un documentaire ensuite qui s'appelait Atlantis. Ensuite, on a commencé à travailler sur le 5e élément. On travaille sur le 5e élément, je peux vous dire que pour les fans de dessinateurs, imaginez-vous qu'on était moi j'avais un bureau à tel étage, le bureau d'au-dessus c'était Moebius, donc Jean Giraud, et Christin et Mézières, qui ont fait Valérian après, enfin qui étaient Valérian, ils étaient là. Et donc on a travaillé 1 an et demi sur le début de cette 5e élément qui devait à l'époque être 2 films. Ça devait être 2 films. Et le nom de code, je vous donne le nom de code qu'on avait tous, ça s'appelait Zaltman Bleros. On va savoir pourquoi. Vraiment ça s'appelait comme ça. Et au bout d'1 an et demi, on travaille tous là-dessus. Et en fait, il se passe un truc, c'est que Luc dit, parce qu'on est en cheville avec la Gaumont, dit on va pas y arriver, j'aurai pas l'argent pour faire ce que je veux. Donc
il dit il faut que j'impose aux Américains de venir avec nous, avec la Gaumont, mais une coproduction, il faut qu'il y ait des Américains. Il faut que je prouve que je peux filmer américain. Donc en fait, on arrête la réflexion sur le cinquième élément, et en fait, il prend pour ceux qui connaissent, il prend le personnage de Jean Reno dans Nikita, le nettoyeur, et il en fait Léon. Et donc ils vont tourner aux États-Unis, c'est ça l'explication, ils vont tourner aux États-Unis, ils vont tourner, donc ça tourne Léon, Nathalie Portman, Jean Reno, et donc les Américains disent ouais c'est possible, et c'est comme ça qu'ensuite on réussit à faire le cinquième élément avec Bruce Willis, Mathieu Kassovitz, etc. Et pas de rôle pour moi, parce qu'il n'y avait pas de rôle pour moi dedans. Mais c'est pas grave, je m'en foutais un peu. Et donc voilà, et donc on a quand même fait le cinquième élément, puis ensuite j'ai enchaîné avec lui sur jusqu'au Minimoys. En fait, j'ai fait des voix dans le Minimoys, et toutes les bandes annonces des Minimoys, les DVD, tous les trucs. Et voilà, puis après je bossais tellement sur le truc qu'on s'est pas séparés parce que on est toujours potes. Mais voilà, donc voilà, pour répondre à ta question voilà, ça a été une expérience incroyable avec tout ce que ça comporte parfois de difficultés, mais c'est assez fascinant parce que quelque part, maintenant, dans l'histoire du cinéma français, mais nous, quand tu le vis au milieu, honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai plutôt des souvenirs très mitigés. Bon, le tournage de Nikita, j'ai failli vraiment y passer, quoi. Parce que le gars qui faisait les effets spéciaux artificiers, honnêtement, il n'était pas bon, quoi. Ah non, mais ça a été bon, je ne vais pas vous raconter, c'est un peu long, mais voilà. D'autres questions, les enfants? Toi, je t'aime pas quand il fait comme ça. De toute façon, je reste là parce que je suis avec les noobs, alors, de toute façon, donc on attend qu'ils viennent, quoi. C'est comment l'idée? On a combien de temps encore? Capitaine? Ils arrivent à midi. Oui. Il y en a qui resteront après avec nous? Bon, Eva, je vais faire tu vas manger, c'est ça que tu dis? Regarde, il vient de faire comme ça, mais je préfère aller manger que rester avec toi, connard. Est-ce qu'il y a encore une autre question pour terminer? Quelle heure il est d'abord? Il est 11h45. Ouais, allez, une petite question encore, 5 minutes. Qui d'autre? Vas-y. Je t'entendrai comme ça, vas-y. Juste comme je sais que tu as fait plusieurs voix dans League of Legends, notamment celle d'Everdinger, je voulais savoir si tu avais été envisagé pour faire la voix dans la série Arcane. Ah, c'est une excellente question qui me fait très mal. Pardon. Mais non, mais tu vas voir le truc. Vous connaissez un peu Arcane, vous connaissez Heimerdinger, vous avez compris Heimerdinger, puisque c'est moi qui fais la voix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une voix un peu oh, je suis tellement content d'être un génie atomique. Le diagramme. Ça, il parle comme ça. Et je connais très bien les mecs de Riot, évidemment, puisque je bossais. Et puis Arcane arrive. Et t'imagines, là, pour le coup, je suis pas au bon endroit au bon moment. Pour le coup, Riot ne dit rien à la maison de prod. Parce que, ce qu'ils m'ont dit après. Parce que pour eux, c'est évident que la maison de prod va appeler les gens qui sont qui ont fait les voix. Adeline, etc. Enfin, tout le monde. Sauf que la maison de prod, ils y pensent même pas. Pour eux, il faut qu'ils fassent un casting. Et quand ils font le casting, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et en fait, Riot fait, mais vous n'avez pas pris les mêmes, et ils enregistrent. Hein. Il y a quelqu'un qui vient de Riot et qui croit qu'on doit être là. Il dit, mais c'est qui lui? Ben, c'est le gars qui fait Heimerdinger. Non, c'est pas lui. Et tu dis pas au gars que tu as booké juste avant. Et donc, bon, après, il le fait super, Damien Ferret. Bah ouais, je ne l'ai pas fait. Alors j'espère que si Cled est dedans dans un autre, je pense pas d'ailleurs, moi je suis pas trop Arcane, mais il paraît que c'était vachement bien. Ouais, c'est bien. Mais ouais, donc ça m'a un peu. Mais tout le monde me pose la question, mais c'est pas grave. Je le descendrai une fois. Il y a mon capitaine là. Ben, on les attend de toute façon, hein, c'est mes potos, je serai dans la conférence. Ben, voilà. D'autres questions? Ah là là. En fait, c'est ma cousine. Allez, on va faire un truc dans la famille. Je vais vous les montrer. Attends, faut que je les trouve. Excusez-moi, j'ai ma fille qui m'a laissé un message. Oui, Bobo, qu'est-ce qu'il y a? Non, SNCF Connect, c'est pas là-dessus que je vais trouver. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Si? Le jeu d'étudiant? Je ne sais pas si tu en as déjà parlé sur tes réseaux sociaux, mais est-ce que tu vas continuer à travailler avec Mamie Twink
notamment. Parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, notamment sur ces vidéos-là. Alors c'est très gentil. Est-ce que tout le monde connaît Mamie Twink? Alors vous savez, Mamie Twink, excusez-moi, qui c'est qui peut me trouver? C'est histoire de guerre. D'abord c'est Warcraft, ensuite c'est l'Urbex. Non, c'est Warcraft, Hearthstone, ensuite l'Urbex et ensuite les histoires de guerre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Mamie Twink, c'est 2,5 millions d'abonnés. Et c'est des mecs extraordinaires, dont je fais partie maintenant. Donc pour te répondre, est-ce que je suis toujours avec les Mamie Twink? J'ai eu Florian hier soir au téléphone. Donc oui, je continue avec un immense plaisir. Tout ce qu'on fait, pour ceux qui aiment l'histoire, ce qu'on fait avec les Mamie Twink, c'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. On vient de faire Jean Moulin. On a fait beaucoup. Ils sont très branchés sur l'histoire des nazis quand même, parce qu'évidemment, ils s'y connaissent quand même pas mal. Moi-même ayant fait la guerre du mauvais côté. Non, je déconne. Donc voilà, oui, bien sûr que je vais continuer. J'essaie de vous trouver 2 secondes. Les 8 secondes. Ben, tu sais que je connais très bien, hein, ça c'est Michel Ignace. Alors oui, là, je vais vous montrer pour tous ceux qui veulent voir. Il y en a qui vont faire « Oh, la frime !» Je suis sûr que vous allez dire ça. Je suis sûr. Donc voilà, on est en fin de parcours. Je vais essayer de trouver les photos. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer. Venez, vous avez droit. Je vais pas vous bouffer. On dit qu'on va bouffer dans la minute. Oui. Vous laissez.